suis très contente, Antoine. Je te remercie infiniment d'avoir accepté de partager un peu de ton temps sur le live ce soir. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup à toi. C'est un vrai plaisir pour moi, en fait. Donc voilà, j'étais en train d'expliquer à tout le monde que tu allais pas tarder à arriver pour parler du sujet des pervers narcissiques, sujet que j'aborde sur mes lives et partager un peu ton expérience, partager avec toi l'expérience que tu as sur le sujet. C'est mon premier. Je crois que c'est mon premier live TikTok de ma vie. C'est vrai? J'en suis à ce point-là. J'aimerais déjà qu'on parle du sujet pervers narcissique. Première chose, j'aimerais déjà que tu te présentes. Alors, je parle souvent de toi sur mes lives, je t'avoue. Oh, c'est J'avoue. adorable. Ah, mais vraiment, j'invite vraiment, je te dis, tu fais partie, enfin, t'es la personne, le youtubeur, au fait, sur lequel je suis tombée, qui, moi, en tout cas, m'a permise de mettre des mots, comme je disais avant que tu arrives, sur des choses que je ressentais, sur des questions que je me posais, sur quelque Oui. chose qui était flou dans ce que je vivais, et tu as réussi à poser des mots sur tout le ressenti que j'avais, donc ça a complètement résonné en moi et ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que j'invite toutes les personnes à aller regarder tes vidéos sur YouTube, vraiment. Elles sont complètes, elles sont claires, voilà, elles sont nettes au fait. On comprend tout une fois qu'on a regardé une de tes vidéos. C'est adorable. Si tu veux que je me présente un peu, je suis ni psychologue, ni coach, ni même thérapeute. Je suis un passionné depuis 20 ans de psychologie. Je suis juste une personne normale qui est passionnée de psychologie et qui a besoin de comprendre. J'aime bien comprendre les choses. Les Asiatiques disent qu'on souffre moins lorsqu'on comprend. Et je crois que comprendre ce qui nous arrive parfois, c'est déjà une forme de résolution. Et c'est ce qui m'a mené au final de cette passion, d'en faire 8 heures ou 10 heures par jour de psychologie, de comprendre les relations toxiques depuis 20 ans quasiment. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai dans mon équipe pas une vingtaine, mais une quinzaine de psychologues qui m'accompagnent, qui accompagnent tous les gens avec qui que j'accompagne, qu'on accompagne dans l'entreprise. C'est ce qui fait qu'il y a des livres, il y a des interviews, c'est ce qui fait qu'il y a une chaîne YouTube qui fait des millions de vues, et c'est toujours un même plaisir. Je crois que c'est des sujets sur lesquels on n'a jamais vraiment fini d'apprendre. On doit apprendre toute sa vie, et puis on peut aussi former des gens, que ce soit des particuliers, on peut aussi former des thérapeutes, des coachs ou des psychologues dessus. Tant qu'on a la passion de comprendre, je pense qu'on peut avancer ensemble. Tout ce que Exactement. tu dis résonne beaucoup avec moi. Merci. Ouais, et je trouve ça passionnant le sujet au fait. Moi, je l'ai découvert, à part le mot, je ne savais pas ce que ça voulait dire avant d'avoir vécu une relation comme ça. C'est magnifique le décor derrière toi. T'es où? Ah, Si je te À montre à Toulon, Paris. Ah oui, à d'accord. Toulon. Bon, je te montre pas Paris, tu vas déprimer. Et donc voilà, c'est vrai que c'est passionnant, on en découvre et on en apprend tous les jours. Et le but aussi, c'est de comprendre et de surtout pas faire l'amalgame, parce que c'est un terme qui est de plus en plus utilisé. On en parle de plus en C'est plus vrai, oui. aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Et le but premier, au fait, moi, à travers mes lives, le message que j'essaye de faire passer, c'est justement de comprendre, mais surtout pas non plus de confondre. Il y a ça aussi. Totalement, oui. Et il y a des profils qui sont vraiment très proches. Exactement. Exactement. Alors moi, pour moi, c'est une première aussi. Vraiment, si je suis stressée, je t'avoue, je suis un petit peu tendue. Je suis un C'est peu adorable. intimidée. Oui, je veux surtout pas. Et du coup, voilà, j'ai préparé quelques questions. Alors, il y a les questions basiques. Déjà, tu sais, pour comprendre ce qu'est une personne dite perverse narcissique. Déjà, dans un premier temps, pour permettre aux personnes de comprendre. Il y a, alors, les Américains disent narcissiste, juste le mot narcissique en français. Les Français ont mis pervers narcissique. On entend des fois MPN, manipulateur pervers narcissique. Ce qu'il faut retenir de ce profil-là, c'est que c'est des gens et le mot est assez bien fait, c'est des gens qui s'aiment énormément, et qui considèrent les autres comme des objets. Si je devais le résumer en vraiment deux phrases. Il y a des livres dessus qui t'expliquent entièrement en 800 pages ce que c'est précisément. Mais quand tu es face à quelqu'un qui s'adore, qui a une image de lui très sympa en société, mais quand tu arrives à la maison, qui a un autre visage qui est totalement différent, lorsqu'il ferme la porte de la maison, il te rabaisse, il te dénigre, il te critique, il te vole, il te détruit, il t'empêche de voir tes amis. Dans ce cas, il y a des chances que tu as affaire à une personne qui soit perverse narcissique. Le double visage est très caractéristique. Comme c'est quelqu'un qui est assez faux en général, il va mettre un masque en société, être très sympa, très apprécié, et quand la porte se ferme, tu as affaire à quelqu'un d'autre, que ce soit dans la vie amoureuse, parce que je traite beaucoup de ça, ça peut être aussi dans ton travail, même dans ta famille en réalité.
C'est ça exactement. Et au travail, alors moi justement, je voulais aborder ce sujet parce que quand on parle de pervers narcissique, on parle essentiellement de relations amoureuses. En tout cas pour les personnes euh, à qui j'ai affaire, qui me parlent de leur histoire avec un ou une PN, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a aussi des Oui, femmes perverses narcissiques. C'est souvent dans les 50-50, ouais. relations, ouais, c'est souvent dans les relations amoureuses. Et il y a aussi au travail, dans la famille. Enfin, quand ils sont pervers narcissiques, ils le sont partout en réalité. Ils le sont Partout, ouais. partout. Sauf qu'ils vont avoir des méthodes différentes. Ils montrent une image d'eux, grandiose et formidable. Enfin, il y a différents types de pervers et perverses narcissiques. Et ils donnent cette image d'eux où ils s'aiment. Euh, alors qu'au fait, le côté narcissique chez eux, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est plutôt dans le sens où tout leur est dû. C'est compliqué, c'est une notion qui est assez compliquée à comprendre. C'est un profil qui, on parle d'une coquille vide. L'image qui revient souvent, c'est comme un œuf ou une balle qui serait vide dedans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'extérieur, beaucoup d'apparence, mais à l'intérieur, une forme de noirceur incroyable, comme s'il y avait une espèce de trou noir abyssal au fond d'eux. Et pour survivre, pour compenser ce trou noir, il va y avoir un extérieur qui sera très lumineux, très brillant, très génial, très beau, très belle, très intelligent, très sociable avec les autres. Et les gens arrivent dans quelque chose, quand on est en amour, quand on tombe amoureux de ce genre de profil, tu tombes sur une forme de punition qui n'en finit pas. Tout d'abord, tu découvres que ta lune de miel avec cette personne-là n'était pas vraie. Tout ça, ça a été C'était moi. inventé. Tu perds ensuite tes amis au fil du temps, tu perds ton argent aussi. Tu te fais éloigner, enfin, une fois que tu es éloigné de tes amis, quand tu vas essayer de dire à tes amis que tu as souffert, tes amis ne te croient pas parce que cette personne est géniale en société. En Oui, apparence, elle est géniale. Donc, c'était pas l'amour de ta vie. Tu perds tous tes proches, tout ton argent, tout ce que tu possèdes. Les gens n'arrivent pas à te croire parce que les gens disent il est génial cet homme, il est trop rigolo, trop drôle, on l'adore. Tu vas en parler à un psychologue, les psychologues commencent à être formés, mais sont souvent très mal formés. Donc le psychologue n'arrive même exactement. pas à t'aiguiller dessus. Et après ça, tu vas face à la justice, que ce soit police, euh, gendarmes, juges, magistrats, etc., face à des gens, face à des gens qui ne veulent pas entendre le mot pervers narcissique. C'est-à-dire que on te recommande de ne surtout pas prononcer le mot pervers narcissique face à la justice. Et tu as toutes ces peines, tu te retrouves seul, en plus dans un état de fatigue mentale et fatigue physique qui est incroyable, et seul au monde, isolé, seul au monde, et dans une détresse gigantesque. Il faut l'avoir vécu pour comprendre ce que c'est. Donc même si tu vas voir Exactement. un psychologue qui n'a pas vécu ça, arrive à transmettre l'expérience est extrêmement compliqué. C'est d'une violence phénoménale. C'est la pire chose. Je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. Ce que j'ai vécu, je le souhaiterais à personne sur Terre. Même pas quelqu'un que je déteste. C'est exactement ça. Et il y a donc suite donc à cette première question, souvent aussi les personnes déjà quand elles tombent sur un ou une perverse narcissique et qu'elles commencent à comprendre ce qu'elles vivent et ce qui leur arrive, euh, elles vont se poser la question pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je suis tombée sur cette personne? Qu'est-ce qui a fait que cette personne est venue vers moi? Il y a beaucoup de théories dessus. Je peux vous en citer plusieurs si vous voulez. La première, c'est qu'on a parfois une forme d'énergie qui va attirer ce genre de personnes. Typiquement, l'énergie de ceux qui sont dépendants affectifs, les gros gentils, ceux qui sont comme moi, un peu naïfs en amour, ceux qui sont au potentiel, les hypersensibles. On va les attirer plus, statistiquement, plus probablement. On va plus les attirer. Et après ça, en réalité, même si, en tant que, je sais pas, au potentiel, hypersensible, tu as 30% de plus, en réalité, tout le monde peut tomber dessus. Et on cherche un sens à la fin. On se dit pourquoi moi, comme une personne qui se serait peut-être agressée dans n'importe quelle autre circonstance de la vie, on se dit pourquoi moi. Sauf qu'en réalité, parfois, c'est juste le hasard. C'est Y a ça. pas de vrai sens à ça. Ils ont quand même un côté, de ce que j'entends, un côté où ils vont scanner facilement les failles, les vulnérabilités de l'autre personne. C'est-à-dire que autant tout être humain a des failles, qu'on en ait conscience ou pas, à Mm. différents degrés aussi on va dire de gravité entre guillemets de la faille, et aussi des vulnérabilités. On a des périodes vulnérables dans nos vies où on est un peu plus, entre guillemets, si on a la perte d'un emploi ou un événement qui se produit dans nos vies qui nous rend un peu plus fragiles, un peu plus vulnérables sur une période donnée. Et c'est ce qui fait qu'ils ont cette capacité, je pense aussi, à ressentir ça chez l'autre.
et Oui, arriver pile poil à ce moment-là. mais c'est même pas très compliqué en réalité. Moi, j'ai vécu une expérience qui est assez surprenante, que j'aurais même du mal à transmettre. J'étais dans une relation amoureuse où je me suis fait tromper et j'en suis parti. Et mon corps, il y a pas si longtemps que ça, ouais, il y a quelques temps, et mon corps a bloqué mes émotions. Je souffrais tellement que mon corps a tout bloqué. Ni positif ni négatif. Je vivais très bien, juste que je ressentais pendant quelques semaines plus grand chose. Je me dis, allez, je vais m'occuper un peu l'esprit, je vais me mettre sur un site de rencontre, et je rencontre des femmes qui sont vraiment adorables. Et je peux vous dire une chose, c'est que lorsque tu n'as pas d'émotion, et c'est revenu au bout de quelques semaines, heureusement, hein, c'est un processus de défense naturelle, je peux vous dire quelque chose, c'est que je pouvais lire en quelques secondes, en n'ayant aucune émotion. Je pouvais savoir à qui j'avais affaire en face de moi. Est-ce que c'était une fille qui me donnerait tout dans sa vie, qui m'hébergerait chez elle, qui me donnerait de l'argent? Est-ce que c'était une fille qui avait une forme de méchanceté? Est-ce qu'il y avait des filles? Quand tu es coupé de tes émotions, Quand tu n'as aucun affect, au quand fait, tu n'as face à aucun l'autre. affect, Ouais. c'est marqué, mais après ça, au bout de 3 semaines, j'ai retrouvé mes émotions et puis voilà, et je suis sorti avec personne pendant ce temps-là. T'as été Je me un suis PN excusé. involontaire pendant Non, quelques ouais, temps, t'as ressenti. non, mais ce que je veux dire, c'est que ça a répondu en tout cas à l'une de mes questions. Je me suis dit, pourquoi j'ai été choisi? Pourquoi tu as été choisi? Mais en réalité, c'est marqué sur notre front. C'est marqué gros gentil. Il suffit de 3 phrases. Donc, on peut se dire que c'est une forme de science occulte, de trucs maléfiques pour nous démasquer. C'est marqué sur ta tête. Quand tu n'as pas d'émotion, tu peux lire l'autre de manière extrêmement simple. Qui va t'apporter des chips dans une soirée? Qui va venir te parler ou s'ouvrir à toi? Qui est généreux, qui ne l'est pas? En quelques interactions, tu décernes vite les gentils, très très vite. Et ils trouvent juste la bonne poire qui tombe sur leur route à un moment donné, mais en 5 phrases. C'est ça, exactement. C'est ça. Et justement, donc quand la bonne poire justement tombe dans le piège, donc il y a toutes ces phases. Ils ont des phases au fait. Moi, c'est ce que j'explique. Corrige-moi si jamais je me trompe. Je suis un peu Oui, novice hein, en la matière. Hein. Je arrête. n'ai pas autant d'expérience. Et, euh, et donc, ils ont différentes phases d'approche et de ferrage, au fait, qui vont avoir, et d'emprise, au fait, tout ce travail qu'ils vont mettre en place pour justement dominer complètement celle qu'on appelle victime ou proie, la personne qu'on appelle victime ou proie. J'aime Oui, pas trop ces mots-là en réalité, mais c'est comme ça qu'on les appelle, il faut bien mettre un terme dessus. Et la première phase, bah, déjà, ils vont la repérer, c'est ce que tu viens de dire, justement, ils vont tout de suite voir, ils vont tout de suite cerner, scanner. La deuxième phase, bah, ils vont séduire, ils vont mm, chercher à séduire, à la faire tomber, à la faire mordre à l'hameçon, en fait. Une fois qu'ils ont réussi à faire ça, donc il y a toute la phase de love bombing là, qui se met en place. Et sur cette phase de love bombing, en fait, pendant cette période-là, il y a la phase d'envahissement, c'est-à-dire qu'ils vont être H24, soit en présence, soit par message, mais ils seront tout le temps, tout le temps, tout le temps présents pendant ce laps de temps, jusqu'à ce que la euh, proie en face tombe vraiment réellement amoureuse et commence à exprimer ses sentiments de manière saine et sincère, en pensant avoir affaire à quelqu'un de génial en face et de vrai. Et à partir de là va commencer la phase de destruction, dénigrement, ouais, rabaissement, isolement. Voilà. Ils vont jusqu'à envahir l'espace complet de la proie et ensuite ils vont complètement commencer à la détruire. totalement. Ce qui marque le début de la destruction, souvent, c'est une forme de crise démesurée qui n'a aucun sens. Tu te lèves le matin, au bout de 3 mois de bonheur, ou 4 mois, ou 3 semaines, tout d'un coup, il hurle pour rien. Tu dis, qu'est-ce que j'ai loupé? Tout est parfait et tu as une crise qui arrive pour rien. Et tout le monde se rappelle de cette crise en général, qui sort de nulle part, qui n'a aucun sens. Et c'est souvent, c'est ta capacité, ils testent ta capacité à supporter une crise. Est-ce que tu resteras? Est-ce que tu vas te plaindre? Ou est-ce que tu vas bien gentiment t'excuser pour rien et rester avec eux? Donc ils viennent tester en permanence ta capacité à supporter C'est ça. de plus en plus C'est- fort. Et c'est bien que tu dis ça parce que ça nous ramène à la question de pourquoi j'ai accepté tout ça. Quand on commence à Oui, comprendre pourquoi est-ce que j'ai accepté, on se pose la question. Et quand on en parle à notre entourage, souvent, alors il y a soit les personnes qui vont avoir un point de vue sur le ou la PN en disant c'est quelqu'un de génial, je comprends pas pourquoi tu dis que ça va pas, enfin. Et il y a ceux qui vont te dire, bah écoute, bah, quitte-le, quitte-la, enfin pourquoi tu te prends la tête, c'est qu'une broutille, enfin. Et la victime en face, elle n'est pas comprise et elle a l'impression que son entourage minimise ce qu'elle vit. Parce ouais, qu'ils prennent que des brides de ce qu'elle peut donner et ils voient pas ce qui se passe au quotidien, vraiment sur le long, enfin sur tous les jours, tout le temps en fait en privé. Et du coup, ça va déclencher chez cette victime plus de culpabilité encore.
Et de doute en se disant, mais ça se trouve, c'est moi qui dramatise, c'est moi qui suis dingue, c'est moi qui suis fou, c'est moi qui en fais des tonnes, quoi. C'est ça, ouais. Et puis, il est difficile de. C'est tellement sournois. Je crois que c'est des gens qui te connaissent par cœur aussi au bout d'un moment. Ça devient tellement sournois que tu as du mal à expliquer à tes amis. Je te donne un exemple. Si jamais tu dis, mon copain, euh, hier soir, a crié à la maison, ou a dit un gros mot à la maison, tes copines vont te dire, mais c'est pas grave en fait. C'est un gros mot, c'est rien. Sauf qu'en fait, ce qui est difficile à expliquer, c'est que peut-être que cet homme s'énerve très souvent, peut-être tous les jours, ou toutes les heures, et que ça revient de plus en plus. Et c'est pas normal. Et c'est comme s'il y avait une forme d'intensité qui était anormale dans la chose et qui est dure à décrire. Tes copains vont te dire, ou tes copines vont te dire, mais moi aussi, mon mec, il crie à la maison, ça arrive, c'est normal, les couples passent par ça. Et t'arrives pas à décrire précisément la méchanceté de la chose. Il y avait un machin qui me fascinait à l'époque, c'était les messages codés. C'était des messages agressifs codés. Accrochez-vous bien sur ça. Et dites-nous en commentaire si vous les avez vécu aussi. C'est des messages qui sont censés te déclencher quand tu es en soirée. Par exemple, un exemple classique. Admettons, Je vois de tu quoi as tu 2, parles. admettons, tu as 2 kilos en trop. Et, et l'autre, et ton pervers narcissique sait que c'est un sujet qui est sensible chez toi. Il sait que c'est sensible. Ou ça peut être n'importe quoi, ton nez, tes oreilles, tes cheveux, n'importe quoi. Il sait qu'il y a un sujet qui est sensible. Et tu es en soirée, il sait que c'est sensible chez toi, il sait que c'est un peu ton point faible. Et au moment où tu vas manger je sais pas, un bout de pain ou une chips, il va te dire, n'en prends pas trop. Hein. Et quelqu'un d'autre à côté qui écouterait ça ferait, ça va, c'est pas très grave, n'en prends pas trop, d'où est-ce qu'on se parlait. Sauf qu'en fait, il a trouvé précisément le point à force de t'étudier qui te rend fou. Si c'est pas ça, il sait que tu complexes sur ton nez, sur ta poitrine, sur n'importe quoi, sur une phrase. Il va dire une petite phrase qui, aux yeux de tout le monde, sera une phrase normale, parce que c'est pas un point sensible chez les autres, ça l'est juste chez toi. Il va chercher tes points sensibles et il va appuyer dedans. Et il va peut-être même te le dire quand les autres n'écoutent pas ou deux, trois fois. Ne reprends pas trop. Il va réinsister. Et personne ne verra que c'est une attaque, sauf toi. Et ce sera fait exprès pour te rendre dingue. C'est ça, exactement. C'est des gens Exactement. qui me remarquent, qui me faisaient remonter que c'était parfois ouais, leur poids, un détail physique, une phrase qu'ils disaient, une parole qui était mal prononcée parce qu'il y avait des soucis de diction. C'est des toutes petites choses qui sont. On a tous des complexes, on se met d'accord. Ils vont chercher ton complexe, le pire, C'est ils vont ça. insister dessus. Oui, ils font ça justement, leur but c'est de te mettre mal pour C'est ensuite ça, ouais. pouvoir te dénigrer ouvertement ou pas d'ailleurs en disant mais tu vois, il fait toujours la gueule de toute façon, quoi que je lui dise, regarde en soirée, enfin voilà, voilà ce que je subis au fait au quotidien. Ça devient les victimes au fait. Ouais. Il est, Et t'en il- finis épuisé à la fin, t'es épuisé, t'en peux plus, c'est affreux, affreux. c'est exactement ça. Et justement, tout ça, ça amène à les personnes aussi, à un moment donné, forcément, elles se disent, si je suis tombée là-dedans, et ça, moi, j'arrête pas de leur dire, ne pensez pas comme ça, parce que c'est pas ça, justement, c'est, si je suis tombée là-dedans, c'est parce que je suis quelqu'un de faible, c'est parce que je suis quelqu'un de naïf, quelqu'un de bête, au fait. Et j'ai Non, plutôt l'impression, et j'en suis même convaincue, que c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est justement toute la positivité, toute cette lumière, toute cette totalement, ouais. empathie, bienveillance et sensibilité, cette capacité à se remettre en question, toute cette intelligence en réalité émotionnelle qui a attiré l'autre. Non, non, ouais. Totalement. Moi, j'ai des gens qui me consultent qui sont avocats, des gens très célèbres, des intellectuels qui écrivent des livres. Ça, et ça peut toucher tout le monde. Et ouais, le critère, plus tu seras intelligent, c'est toujours le plus intelligent qui perd finalement. C'est toujours le plus patient, celui qui a le plus de gentillesse, celui qui a le plus de compréhension de l'autre. Mm. Lorsque tu es, lorsque t'es bête et que l'autre fait quelque chose qui ne va pas, tu cries, tu hurles, tu prends un bâton, tu tapes dessus. T'es bête, c'est comme je sais pas, un homme préhistorique, tu m'énerves ou tu pars. Quand tu es intelligent, tu te dis le pauvre, peut-être qu'il a une journée difficile, et puis ça C'est se passe ça, mal à son travail, et puis sa mère, et puis et sa santé. Et du coup, comme tu es intelligent, tu vas l'excuser, tu vas mieux le comprendre lui, et tu vas exactement. pouvoir tolérer beaucoup plus de choses. Et puis il va t'embrouiller, il va te dire qu'il va très mal, ou que c'est compliqué dans sa vie, pour déclencher toute ton empathie. Plus tu as Exactement. d'empathie, plus c'est toujours le plus empathique qui perd, toujours. Le plus gentil qui perd aussi. C'est ça. Il faut savoir que Racamier c'est une découverte française, la perversion narcissique En a été un 86. des premiers à parler de ça et le caractériser aussi bien. Et c'est français, donc Cocorico, c'est nous qui l'avons trouvé.
Et c'est vrai qu'à l'époque, on parlait de ça, de névrose, de psychose, et puis finalement, ça a changé pour devenir, comment ça s'appelle, c'est Un pas les troubles trouble, du comportement, trouble de la de troubles, personnalité troubles de la narcissique. personnalité narcissique. Aujourd'hui, ça a changé. Rakami, c'était 80, je sais plus, 87, 90, 86, je crois. 26, Ouais, et du coup, on a un peu évolué. Pour ça, les psychologues, psychiatres reclassent et s'amusent. Ça, ils sont pas d'accord entre eux sur comment est-ce qu'on c'est ça. l'appelle, donc comment est-ce qu'on classe. Mais l'origine reste floue. Il y a beaucoup d'études dessus qui se contredisent et qui ont toutes raison au final. Lacan, qui aimait bien faire des jeux de mots sur ces découvertes, a créé, si je dis pas de bêtises, à vérifier quand même, il me semble que c'est ça, a créé le mot pervers, parce que c'était vers le père. Il y avait toujours des espèces de jeux de mots, il faisait exprès pour qu'on s'en rappelle. Et selon lui, tout type de perversion mettait en cause, à l'époque, hein, ça c'est vieux, hein, mais tout type de perversion mettait en cause le père. Et c'est vrai qu'on retrouve souvent, pas à chaque fois, mais souvent, un rapport au père, un père absent, un père trop présent, un père un peu déglingué. C'est souvent lié à un souci du père. D'accord. Ok. Et la mère dans tout ça? Alors ça peut aussi, je connais au moins une dizaine, alors j'ai vu des centaines d'études, mais enfin, des dizaines d'études, mais il y en a au moins six, sept d'entre elles qui parlent de l'influence du père, l'influence de la mère, la génétique, ça peut être aussi le cerveau qui est endommagé, hein, des influences externes, des expériences de vie, et la mère est citée aussi parfois. Manque de la mère, ou mère, c'est soit en manque, soit trop présente. D'accord, ouais. On Parce peut que même tu vois, imaginer une mère qui veut que sa fille devienne une minimise, tu vois, qui met tous ah ses oui, espoirs sur elle et qui du coup va créer une espèce de forme elle va projeter tout ce qu'elle un elle peu aurait voulu être narcissique, sur c'est sa ça, fille, en ouais, fait. qui va faire Faire en une sorte fille que ce soit qui ça. sera un peu dans cette forme de narcissisme. C'est ça. Ouais, pourquoi je te pose cette question? Parce que c'est vrai que moi, le pervers narcissique que j'ai connu, par exemple, à l'époque, sa mère était introvertie. Lui, aujourd'hui, je sais que c'est un Mm. extraverti, donc le grandiose. Et ils avaient une relation très spéciale, très incestuelle, pas incestueuse. C'était assez malsain, c'était très bizarre. On avait l'impression que c'était un couple. Euh, Mon Dieu. Son père est décédé, donc je l'ai jamais connu. Et avec sa mère, au fait, tu vois, c'était vraiment un couple, au fait. C'était vraiment, t'avais l'impression que c'était le mari et la femme qui se parlaient. Et par moments, t'avais l'impression, bah, lui, il reprenait sa place d'enfant, et puis il y avait la mère. Et puis des fois, Ouais. c'était la mère qui était l'enfant, et puis lui qui était le père. Enfin, c'était très, très, très bizarre comme relation, et très malsain, au fait. Je trouvais ça Et malsain. déglingué, ouais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème qui venait vraiment aussi de la mère, Mm. au fait, à ce moment-là. Et il y a une autre question. Donc, ça, et qui est complètement légitime, je pense qu'on a tous voulu faire ça. Comment se venger du ou de la perverse narcissique? On a envie de se venger, c'est humain, c'est normal. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus, mais je te laisse répondre, Antoine, parce que j'aimerais aussi avoir ton point de vue. Je suis passé par plein d'étapes dans ma vie suite à ça, depuis quelques années. Mes premières étapes, c'était de me dire, je veux qu'elle souffre autant que j'ai souffert. C'est une, c'est pas que c'est malsain ni que c'est enfantin, mais c'est assez humain. C'est assez humain, mais c'est pas très bon. Déjà, je voulais être reconnu, qu'on me dise que j'avais raison, déjà première étape, que j'étais pas fou. J'ai voulu qu'elle souffre après. Après, j'ai fait moi-même des vidéos expliquant que c'est des gens qui finissaient mal dans leur vie, aigris, seuls, etc. Mais c'est des êtres au final je suis aujourd'hui, précisément aujourd'hui, je suis pas si sûr que c'est des gens qui, s- qui, comment dire ça? Je suis pas si sûr qu'une vengeance serait possible. Déjà parce que on sait même pas si ce qu'ils vivent en interne, c'est vraiment si chaotique que ça ou pas, ou si c'est juste du vide, comme j'ai parlé de moi après ma rupture, où pendant quelques semaines, je ressentais plus rien, peut-être qu'ils ressentent juste rien. Et c'est des gens qui peuvent faire une carrière de ça, qui peuvent détruire des dizaines de personnes de manière impunie. Donc, C'est je ça. crois qu'au bout d'un moment, il faut juste accepter que certaines personnes, aujourd'hui, je l'accepte bien, certaines personnes sont mauvaises, quelque part, je m'en fous de ce que ces gens vont devenir sur Terre. Je sais juste que l'information que j'ai faite et que tu fais aussi aujourd'hui permet de, de prévenir et de ne pas retomber dedans par la suite. Exactement. Et aujourd'hui, je pense qu'ils passent un sale moment parce qu'ils ne peuvent plus faire ça. Il y a 50, même pas 10 ans, il y a 5 ans ou 3 ans de ça. On n'en parlait pas trop de tout ça en France, légèrement. Aujourd'hui, tous les gens sont renseignés et préviennent. Si tu as trois copines, l'une d'entre elles se connaît sur le sujet et avertira les deux autres. Donc les gens s'y connaissent aujourd'hui. Et ma question, c'est une question qui est
qui est un peu compliqué ou que c'est intime, je me demande si, vu toute l'information qu'il y a eu à ce sujet, je me demande si c'est pas des gens qui aujourd'hui doivent manœuvrer beaucoup plus habilement là-dedans. Est-ce- Exactement. Je pense comme toi parce qu'on leur apporte, nous, à travers justement les témoignages et les avertissements qu'on fait et tous les messages qu'on passe, on Ouais, leur apporte des clés justement qui démontrent qu'ils peuvent être démasqués, sauf qu'ils vont peut-être améliorer ou modifier ou adapter ouais, leur comportement. forcément. Ouais, Mais comme en interne, tu aurais un virus parce que tu as une maladie, un rhume ou une grippe, ton corps crée des anticorps, mais les virus deviennent plus forts et le machin continue. Mais c'est des gens qui disparaîtront pas parce que leurs pathologies sont pas soignables, mais qui forcément en ce moment, depuis quelques mois, sont forcément en train d'adapter leur stratégie pour être plus fin, plus malin dedans. Je sais pas où ça va mener. J'ai pas la réponse à ça. ils sont faits dans le même moule. Tu sais, moi, il y a une phrase, alors au-delà de la partie, on va dire, scientifique, du truc, il y a le côté spirituel. C'est des démons en apparence humaine. Peu importe les Ouais, croyances, les convictions religieuses, tout le monde dit la même chose. J'ai vu un côté démoniaque, un visage changeant chez une personne. ouais, ouais. Ses yeux qui deviennent noirs, le visage qui se modifie. Moi, j'ai assisté à ça. Hein. Je suis pas fou, hein. Plusieurs fois. J'aurais rêvé d'avoir une caméra pour filmer ça. C'est l'impression que le visage se déforme réellement. Ou alors c'était ma peur, hein, ou alors c'était moi qui étais en état de choc. Hein, c'est possible aussi. Hein. Mais je les ai vus, j'ai vu ses yeux se transformer noirs dans les yeux du démon. Et plein de gens m'ont remonté ça. Et je pense que les livres viennent pas de n'importe où. Ces vieilles histoires viennent de ça viennent de ça. Ce sont des personnages qui existent depuis des centaines d'années. On en parle là depuis quelques années. Murakami depuis 1986, tu me disais, mais c'est rien. Je me dis, mais ça fait des centaines d'années que ces gens existent et se comportent comme ça. Et aujourd'hui, on en prend conscience. Et oui, leur visage change. C'est ça. La question suivante, c'est est-ce qu'ils peuvent guérir? On connaît la réponse. Là, ils peuvent pas guérir. Et puis, ils peuvent pas guérir, bien sûr. Ils peuvent pas guérir. Ça marche pas sinon. En fait, le souci, c'est que il y a pas de remise. Pour guérir, il faut une remise en question, ce qui n'est pas le cas. Là, il n'y a pas de, là, il y a pas de remise en question. Ils sont pas capables de ça. Et après ça, c'est marrant parce que si tu regardes la religion qui est extrêmement vieille, qui a, enfin, tu vois, plus de 2000 ans, tu vas regarder la religion, tu retrouves ces références au mal, au malin, au diable, etc., à l'enfer que tu peux vivre. Et finalement, c'est marrant, j'ai relu enfin, pas relu la Bible, mais je me suis réintéressé récemment à la religion et de redécouvrir que finalement, il y a pas mal de choses qui sont dedans qui correspondent à ça. C'est des gens qui te font miroiter des choses qui ne sont pas exactement vraies, qui te font signer comme un pacte avec eux. Si tu me Exactement. donnes tout, tu auras de l'amour, tu auras le bonheur éternel, comme le pacte du diable, tu vois. C'est très très lié à tout ça. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça que tout à l'heure je te disais, la science mise de côté, sur le côté spirituel, c'est vraiment des démons en apparence humaine. Et Oui, dans les religions, quelles qu'elles soient, on parle de démons, on parle d'hypocrites, et au fait, dans les pervers narcissiques, on retrouve un peu ça parce qu'ils vont vers les gens lumineux, ils vont vers les gens qui oui, rayonnent pour justement aspirer leur énergie, leur lumière à leur façon, avec leur méthode, et éteindre et faner complètement la personne en oui. face, quoi. Il y a aussi une notion, et je vous laisse sur ça, qui est intéressante à concevoir, c'est il y a le bien et le mal, c'est une chose. Il y a un moment donné, il y a aussi une remise en question personnelle et une acceptation de notre propre responsabilité. Si tu es entré dedans, c'est parce que tu y cherchais quelque chose de manière désespérée. Tu voulais désespérément un homme qui soit beau, qui soit intelligent, qui soit plus charmant, qui dépasse tout le monde, qui soit brillant, et tu as signé ce pacte. Tu signes pour ça, parce qu'à la base, tu as quelque chose. Je dirais pas qu'on est aussi problématique qu'eux, parce que c'est des monstres, mais on a quelque chose à régler en nous pour ne plus retomber dessus. C'est aussi l'opportunité de pouvoir bosser sur soi et d'avancer là-dedans. Je vous Merci embrasse. beaucoup. Un Ciao. mille merci, Antoine. Demain, si tu veux, ou demain jeudi ou samedi. Vendredi ou samedi. Avec plaisir, tu me fais signe. Vraiment un immense merci. Merci Ciao, infiniment. ciao, bye. Salut. Ciao.